Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan de 2020. Comme chaque année je le sors après tout le monde, mais sincèrement je ne comprends pas comment les youtubeuses, les booktubeuses, peuvent tourner et poster le bilan de l'année alors que l'année n'est pas terminée. Moi je peux pas, c'est pas possible, je peux pas le filmer tant que l'année n'est pas terminée. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc je le filme seulement début 2021 et bah, du coup il peut pas arriver en décembre 2020, c'est pas possible. Donc bref, on va faire le bilan. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que j'avais pas du tout fait l'année dernière. J'ai fait une page dans mon carnet où j'ai tout écrit ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, je l'avais pas du tout fait l'année dernière, mais cette année j'avais envie. Bref, que voulez-vous? Donc en gros, c'est un récap avec quelques chiffres sur ce que j'ai lu sur cette année, ce que j'ai réussi à lire, à faire, tout ça, tout ça. Du coup, voilà, je vais tout lister et après, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai mes meilleures lectures de l'année et il y en a 10 cette année. Je voulais pas j'ai pas du tout fait exprès qu'il y en ait 10, c'est juste que il y en a 10, voilà, ça tombe comme ça et puis c'est tout. Bon du coup je vais un peu baisser la tête pour lire tout ce que j'ai écrit. La première chose que j'ai écrit c'est que j'ai découvert 23 autrices et découvert 12 auteurs et j'ai lu 49 autrices pour 28 auteurs. Ici je parle en auteur, c'est-à-dire que j'ai lu plusieurs livres de Cédric Cyr par exemple, mais je l'ai compté qu'une fois. Pareil pour les autrices, pareil pour les sagas, je compte l'autrice ou l'auteur qu'une fois à chaque fois. J'ai pas vérifié mais je pense que le ratio est un peu mieux que l'année dernière. Je pense que c'est-à-dire que l'écart entre le nombre d'autrices et le nombre d'auteurs lus en 2019 était plus grand. Je l'avais expliqué dans le bilan 2019, du coup, c'est pas une volonté de ma part de lire des autrices ou de mettre en avant les autrices dans mes lectures, c'est juste que je lis beaucoup de genres écrits majoritairement par des femmes et je lis peu de genres écrits majoritairement par des hommes. Typiquement, je vais lire beaucoup de romances, beaucoup de young adultes contemporains ou fantastiques ou fantasy et beaucoup de S qui sont des genres majoritairement écrits par des femmes. Je dis pas qu'il y a que des femmes qui écrivent ça, je dis qu'il y a principalement des femmes qui écrivent ça. Et à l'inverse, je vais lire très peu de thrillers, très peu de policiers qui sont des genres majoritairement écrits par des hommes. Et même quand je lis du policier par exemple, je vais lire du Agatha Christie et du Mary Higgins Clark. Vous voyez, je peux me tourner vers les auteurs. Je vais pas poser comme ça, c'est un choix, oui, mais c'est pas une volonté de ma part. Bref, et je lis très peu, je m'y suis mis cette année, mais je lis très peu de fantasy adulte, qui est un genre majoritairement écrit par des hommes. Et encore une fois, même quand j'en lis, par exemple, j'ai acheté le Robin Hood, qui est une femme. Bref, voilà. Du coup, c'est juste un constat, c'est comme ça chaque année. J'ai pas non plus pour objectif de ramener ça à 50-50, hein. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Au niveau des sagas, j'ai commencé 17 sagas. C'est absolument énorme. J'ai terminé 8 sagas. Donc ça, c'est les 8 sagas qui étaient dans mon challenge. J'en ai pas terminé d'autres, en fait. Bref, j'ai abandonné 5 sagas. Et là, ça fait mal. J'ai commencé et abandonné 13 sagas. Sachant que les 13 sagas que j'ai commencé et abandonné ne sont pas dans les 17 que j'ai commencé. Donc j'ai vraiment commencé 17 sagas pour seulement 5 terminés. Enfin 8 terminés et 5 abandonnés. Donc 13 en tout. Ça va, c'est pas trop mal, ça va. Mais bon, c'est pas non plus dinguissime. Après, j'ai pas non plus 50 sagas en cours. Je dois avoir entre 20 et 25 sagas en cours. Je n'ai pas compté, j'aurais pu rajouter ce chiffre-là. Mais bon, ça va. On va commencer. On va parler de chiffres qui font mal. Au niveau des acquisitions, voilà. J'ai acquis 59 livres d'occasion, 63 livres neufs. Et ça, c'est un gros changement par rapport à 2019 parce que jusqu'à présent, j'ai acheté très peu de livres neufs et là, je me suis un peu lâchée sur les livres neufs. Voilà, c'est comme ça. Et j'en ai eu 38 gratuitement. Donc j'entends par gratuitement des livres qu'on me donne, des livres qu'on me prête, des livres qu'on m'offre, des livres que j'ai en 2+1 gratuit, des livres que je prends dans des boîtes à livres. Voilà, tout ça, c'est des livres que je paye pas, mais qui s'ajoutent à ma palle, donc il faut bien l'écrire. Et ce qui fait un total sur l'année 2020 de 160 livres achetés. Et c'est pas bon parce que j'ai lu moins de livres que ça. Bref, donc au niveau des livres lus, j'ai lu 90 livres et 11 BD, un total donc de 101 livres. C'est pas rond mais c'est pas grave. Voilà, donc 101 livres lus pour 160 livres achetés, en sachant qu'il y a aussi des livres qui sont sortis de ma palle sans que je les lise. Il y a notamment toute la saga de Terranaris, donc le True Blood, non, la communauté du Sud, c'est ça. Voilà, j'ai sorti peut-être 6, peut-être 8, peut-être 10 livres de ma palle sans les lire parce que j'ai abandonné la saga alors que j'avais tous ces livres dans ma palle. Donc du coup, forcément, ils sont sortis de ma palle mais ils sont pas lus.
Je les ai pas comptés, mais bon, voilà. Le ratio est pas très bon, on va pas se mentir, mais une centaine de livres dans l'année, je suis contente. Vraiment, je suis contente, surtout que ça a été une année compliquée. Au niveau des pages, j'ai lu 31 778 pages. Là, j'ai pas vérifié, donc je ne sais pas du tout si c'est plus ou moins que l'année dernière, c'est probablement moins. Ce qui fait environ, ramené à l'année, en sachant que 2020 avait 366 jours, environ 87 pages par jour en moyenne, ce qui est pas si mal, je trouve. Je sais que, je l'ai pas écrit, mais je sais que le mois où j'ai le moins lu, et c'est bizarre, mais c'est le mois de mars. Alors on est passé en confinement au mois de mars, oui, hein, voilà, euh, mais j'ai moins lu parce que moi j'ai commencé un nouveau travail fin février, donc j'ai travaillé tout le mois de mars, j'ai été au travail, à ce moment-là je vivais encore chez mes parents, donc j'avais un trajet de 1 heure aller, 1 heure retour, et j'étais fatiguée, et comme on était en confinement, j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose que lire, donc à travailler, à faire à manger, à passer du temps avec ma famille en fait, à jouer aux cartes, à faire des jeux de société, tout ça, et donc du coup j'ai très peu lu en mars. En plus de mémoire, j'avais des lectures assez nulles pour moi, donc voilà. Et sans surprise, le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois de juillet, parce que comme en 2019 d'ailleurs, j'avais fait juin et juillet, jeunesse et young adulte, et au mois de juillet, j'ai fait un week-end à 400, un week-end à 600, un week-end à 800 et un week-end à 1000 pages. Donc j'ai beaucoup lu en juillet. Voilà, du coup, voilà. Juste avant de passer à mes meilleures lectures de l'année, je voulais faire un espèce de bilan plus global, plus personnel sur 2020. Parce que 2020 n'a pas été une année facile, hein, on le sait tous. Le confinement, le corona, le Covid, les maladies, les contagions, le deuxième confinement, le couvre-feu, enfin bon, bref, on a tous connu ça. Mais si je fais la moyenne, ça reste une année comme les autres. Parce qu'il y a eu des événements pas très cool comme les confinements et le Covid, et évidemment c'est pas cool du tout à l'échelle du monde et à mon échelle personnelle aussi. Mais il y a eu 2 événements plus un très cool dans ma vie, ce qui font que en moyenne c'est une année aussi bien et aussi pas bien que les autres. Voilà, elle est pas ni moins bien ni meilleure que les autres. Donc en 2020, en fait c'est d'autant plus cool parce que 2020, j'ai trouvé et j'ai pu garder un CDI, parce que c'est pas une année propice à l'emploi et au CDI et à entrer dans la vie active pour les personnes de mon âge et voire même plus jeunes, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 27 ans. Donc j'avais déjà travaillé avant, mais c'est en 2020 que j'ai eu mon premier CDI, à 26 ans donc. Donc voilà, j'ai trouvé cet emploi fin février, et j'ai eu la chance de trouver cet emploi fin février, donc à une période de l'année où le confinement, le corona, on connaissait pas, et d'être engagée dans une entreprise de l'alimentaire, et donc de pouvoir garder ce job pendant le confinement, pendant l'été, pendant toute l'année, parce qu'il y a plein de monde qui ont trouvé un job en début d'année et à qui on a dit en fait on n'a plus besoin de vous parce que comme on est confiné, l'activité est arrêtée. Vous voyez, moi c'est pas mon cas, donc je suis vraiment très chanceuse pour ça. Et du coup, ce job-là, même si ça s'est fait en décalé par rapport à ce que je voulais, m'a permis de prendre mon premier appartement dans lequel donc je suis maintenant. J'ai pu emménager seulement mi-octobre parce que j'ai commencé à chercher un appartement, mais c'est déjà de base très compliqué dans la région de trouver un appartement, mais alors en plus en période de confinement et en période de post-confinement et tout, c'était vraiment la guerre. Ensuite, je me suis battue pour avoir mes meubles, mais j'ai fini par réussir et par emménager dans cet appartement, donc c'est très cool. Et l'événement plus un que je disais, c'est le mois de novembre. En fait, en novembre, j'ai fait 31 vidéos en 31 jours. Alors oui, je sais, le mois de novembre n'a que 30 jours, mais j'avais commencé à poster des vidéos le 31 octobre. Donc ça fait 31 vidéos. Bref, je suis très contente d'avoir réussi ce truc-là. C'était vraiment un truc que je voulais faire. Il n'est pas encore certain que je le refasse en 2021. Je ne sais pas, mais vraiment j'ai adoré faire ça, c'était trop cool, j'ai appris beaucoup de choses sur les vidéos, sur le montage, sur la manière de faire, sur la manière dont je voulais le faire, sur la manière dont j'étais capable de le faire, sur ce que je pouvais faire, vraiment j'ai appris énormément de choses sur les vidéos, sur YouTube, enfin sur les vidéos que je fais et sur moi personnellement. J'ai trouvé ça vraiment génial et c'est une expérience géniale. C'est un peu comme faire un tour du monde ou partir voyager seul. Bon, à moindre échelle, mais t'apprends beaucoup de choses sur toi-même et sur tes capacités et à te faire confiance et ce de quoi tu es capable. Vraiment, c'était trop cool, j'ai adoré faire ça. Donc voilà, pour un bilan un peu plus personnel. Bon, j'ai quand même été confinée comme tout le monde, j'ai quand même pas pu faire tout ce que je voulais faire, j'ai pas
je suis pas partie en vacances parce que le confinement, parce que je travaillais, donc du coup c'était un peu compliqué. Au boulot ça n'a pas toujours été simple, mais au moins j'ai un boulot, j'ai un appart et j'ai pu accomplir ce que je voulais accomplir en 2020 en fait. Et du coup j'ai d'autant plus de chance que à quelques semaines près, si je trouve pas ce job là fin février, je pense que je passe l'année 2020 confinée chez mes parents au chômage. Donc une année bien pourrie. Bref, du coup voilà, je suis très contente de... J'allais dire je suis très contente de cette année. Non, c'est pas le mot, mais l'un dans l'autre, c'est pas une année si terrible que ça. Après, je l'ai déjà dit et je le répète, je suis du genre à positiver et à voir le côté positif des gens, enfin, des choses, avoir le verre à moitié plein, si tu veux. Donc je vais pas te dire que c'est une année de merde, même si 2020 n'a pas été facile. Bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps, on passe à mes meilleures lectures de l'année et il y en a 10. Comme je suis incapable de les classer de celles que j'ai le plus aimées à celles que j'ai le moins aimées, sachant que c'est que des livres que j'ai adorés, je les présente tout simplement dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. À chaque fois, en barre d'infos, j'essaierai de vous retrouver et de vous remettre le date lecture ou la vidéo dans lequel je parle du livre, sauf pour le premier parce que ça n'existe pas. Je crois pas que ça existe. Ma première meilleure lecture de l'année, donc c'est Ciel 1.0, l'hiver des machines de Joanne Elio. J'ai adoré ce livre. Depuis, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 qui ne sont pas dans cette vidéo parce que je les ai moins aimés. Mais je vais lire le tome 4 très bientôt, donc voilà. Ici, on est dans une dystopie slash science-fiction dans laquelle le monde est un petit peu dirigé par une IA, une intelligence artificielle, une entité informatique. L'IA pète un câble, elle décide de cracher complètement et en gros, elle supprime l'électricité aux hommes. En mode démerdez-vous, et elle devient un peu un dictateur. En mode c'est moi qui décide de qu'est-ce qu'on fait. Et l'hiver des machines, c'est les machines qui se révoltent contre les humains. Et donc nous, on va suivre un personnage de, je sais pas, je dirais 65-70 ans, son fils à lui, l'ex-femme de son fils et les deux petits-enfants qui s'appellent Jenny et... j'ai plus le nom du garçon, je ne sais pas, attendez, je vais peut-être retrouver Thomas. Donc on a, attendez, je vais vous le dire parce que c'est marqué dans le livre, on a Tommy, donc le grand-père, Peter, son fils, Thomas, le petit-fils, Jenny, la petite-fille, et Sarah, oui c'est ça, Sarah, l'ex-femme et donc la mère des deux adolescents. Et donc voilà, ensuite tous ces personnages-là, on les rencontre chacun au moment où le ciel crache, au moment où leur vie va changer, et après on les suit là-dedans, et franchement j'ai adoré. Je suis pas très science-fiction, mais ce tome-là, franchement j'ai adoré. Je l'ai dit, j'ai lu les tomes 2 et 3, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 4, donc je vais le lire très bientôt. Vraiment j'ai adoré cette saga, je peux que vous la recommander, c'est juste génial, ça se passe en Europe, la construction est dingue, et les questions qui sont mises en avant sont vraiment intéressantes. Ensuite, évidemment, j'ai mis le premier sang de Cédric Cyr, donc c'est le tome 2 de sa trilogie avec Alexandre Vauvert et Eva Zwarta. Donc ce sont des enquêtes, j'adore Cédric Cyr, vraiment j'adore. Si je m'étais écoutée, j'aurais mis tous les Cédric Cyr que j'ai lu cette année, mais je me suis dit non, on va en choisir un seul, ça suffira. Et donc j'ai choisi celui-ci. Donc dans celui-ci en particulier, on a Eva Zwarta qui est appelée en pleine nuit, je crois, parce qu'il y a le feu dans un appartement et il se trouve qu'un des caïds de la cité, un gars qui vendait de la drogue et qui était pas très cool, est retrouvé mort. Et à partir de là, ça va partir en live, mais d'une puissance que vous imaginez même pas. L'imagination de Cédric Cyr est juste dingue. Je ne sais pas où il va chercher tout ça, mais c'est juste magique. On a dans chacun de ses livres une petite touche de fantastique, de surnaturel que j'adore Cédric Cyr. J'adore son écriture. En fait, il pourrait écrire l'histoire la plus nulle de la Terre. Tellement j'aime sa plume, je la lirai. Voilà, donc je suis pas du tout objective, j'adore Cédric Cyr. Je peux que vous conseiller cette saga en particulier. Le tome 1, ça s'appelle, je sais plus, attendez, je vais retrouver. Je crois que le tome 1, c'est de fièvre et de sang pour cette saga en particulier. Et vraiment, lisez n'importe quel Cédric Cyr. Par contre, attention, âme sensible, s'abstenir. Je voulais faire une micro-parenthèse parce que ça me tient à cœur et que j'étais tellement triste de me rendre compte de ça. En fait, quand j'ai fait la liste des livres et que je les ai sortis, je me suis dit c'est bizarre, il n'y a pas d'Agnès Ludwig. Alors que si je lis un Agnès Ludwig, il se retrouve forcément dans cette liste-là, c'est obligé. Donc je me suis dit, je l'ai oublié. Et donc j'ai cherché, et non, il n'y en a pas. Parce que j'ai pas lu d'Agnès Ludwig en 2020.
En fait j'étais déçue de moi-même de pas avoir lu Agnès Lüdig en 2020 parce que c'est une de mes autrices, si c'était mon autrice préférée, et vraiment j'étais mais dégoûtée de découvrir que j'avais pas lu un seul Agnès Lüdig en 2020. Ça sera corrigé en 2021 parce que j'en ai acheté un depuis, mais vraiment, donc il n'y a pas d'Agnès Lüdig dans cette vidéo, je suis très triste. Mais bon, je voulais quand même la citer parce que c'est Agnès Lüdig. Le suivant c'est Le Veilleur des Brumes de Robert Kondo et 10 Tsutsumi. Donc c'est un livre que j'ai lu en début d'année je crois, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent One Spoon Book l'année dernière, que j'ai adoré. C'est un tome 1 et je n'ai toujours pas acheté la suite, il faut absolument que j'achète la suite. Voilà, je chercherai une image du personnage principal pour vous le montrer en espérant que mon appareil fasse le focus. Donc voilà, on suit ce petit cochon, ça c'est un de ses amis. Et donc ce petit cochon, en fait, son père était le veilleur des brumes et il lui a laissé la charge d'éloigner la brume toxique. En fait, ils vivent dans une espèce de village et le village est entouré d'une brume toxique pour les habitants. Et donc son travail, c'est d'éloigner la brume. Sauf qu'il est mis à l'écart par les autres, il n'est pas vraiment aimé, il est craint parce qu'il s'occupe de la brume justement. Et donc voilà, j'ai adoré cette histoire, on a cette espèce d'ambivalence de il fait ça pour les autres, il fait ça pour que les autres puissent vivre normalement sans la brume, et les autres le rejettent parce qu'il s'occupe de la brume. J'ai trouvé ça vraiment, c'est magnifique, les dessins sont très cool, l'histoire est géniale. Et sur le post-it, j'ai écrit très sympa, je veux lire la suite. Voilà, donc j'ai dû lire ça en février. Et j'ai toujours pas lu la suite. Donc il faut absolument que j'achète et que je lise la suite, c'est sûr. Vraiment, il faut que je fasse ça. J'ai adoré ce livre, c'était vraiment très cool, très mignon. C'est la première BD que j'ai lue en 2020. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de continuer dans les BD, à les lire et tout et tout. Et voilà, on a aussi des pages très noires comme ça, très sombres. J'adore les dessins et j'adore les couleurs et la typographie du livre. Vraiment, je trouve ça très cool. Il faut absolument que je lise la suite, c'est obligé. Et si vous connaissez pas, franchement, foncez parce que c'est tout mignon et c'est très cool. Ensuite, bien évidemment, on a Les Tags, le tome 3, Suprématie de Mel 2.2. Elle était dans mes sagas à terminer et je n'ai pas pu la terminer parce que le tome 4 n'est jamais sorti. Je suis hyper triste. C'est une saga que j'ai absolument adorée. Je peux pas vraiment vous la résumer parce qu'il se passe tellement de choses et on a tellement de rebondissements et de révélations dans le tome 1 que vous résumer la saga, c'est très compliqué. Mais en gros, on va y rencontrer au début du tome 1 une jeune fille qui est enfermée dans un caisson de verre et il y a un groupe d'amis, on ne sait pas trop, et elle ne sait pas trop elle-même, qui vient la sauver. Et à partir de là, on va découvrir c'est quoi ce monde, pourquoi elle était enfermée, qu'est-ce qui se passe. Franchement, l'univers est dingue, l'imagination de l'autrice est juste... Enfin, je sais pas comment elle arrive à rentrer tout ça dans sa tête, c'est absolument génial, vraiment j'ai adoré, les personnages sont tellement cool et on a plein de personnages, vraiment vraiment, et pour ceux qui se poseraient la question, oui, le personnage ressemble réellement à ça dans l'univers, ça vous donne un ordre d'idée de l'imagination, et voilà, on a des créatures, on a des autres espèces que les humains, on a toute une mythologie qui est autour de l'exploitation de la femme. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette saga. Je suis dégoûtée qu'on n'ait pas le tome 4, mais vous imaginez même pas à quel point. J'adore cette saga, c'est vraiment, vraiment trop cool. On a des révélations, mais tout le temps, toutes les 10 pages, vraiment c'est génial. On ne s'ennuie jamais, j'ai adoré ce tome 1. J'avais très peur de lire cette saga parce qu'on est dans de la SF, d'une autrice que je connais pas, d'une maison d'édition que je connais pas, donc j'avais peur. Et franchement, j'ai surkiffé, c'était génial. Vraiment, je peux que vous conseiller de lire cette saga. Je peux pas en dire plus sur ce qui s'y passe parce que mes souvenirs sont flous et j'ai peur que si je vous dis ce dont je me rappelle, ça spoil le tome 1 et ce serait dommage. Vraiment, foncez, cette saga est géniale. Les 3 livres que je viens de vous montrer, si je dis pas de bêtises, je les ai lus début janvier et courant février. Peut-être tout début mars, mais vraiment pas beaucoup. Et là, le livre que je vais vous montrer, je l'ai lu en juillet. Donc oui, il y a eu une grande partie de l'année où j'ai lu des trucs pas trop enjoyants. Bref, il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko et mon dieu que j'ai adoré ce livre. Et c'était mal barré parce que c'est du young adulte contemporain avec un personnage principal qui est en terminale. À peu près tout pour que ça me plaise pas parce que le young adulte contemporain c'est pas mon truc et que quand j'ai un personnage qui est en terminale dans un livre, ça, comme tout le monde en fait, ça me rappelle ma terminale à moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année de ma terminale est la pire année de ma vie.
voilà, 2020 ne l'a pas battu et de loin, croyez-moi, vraiment c'est la pire année de ma vie, l'année de ma terminale et j'espère très sincèrement ne jamais vivre une année pire que celle-ci. Donc quand je me retrouve avec un personnage qui est en terminale, vu que ça me rappelle des souvenirs de ma terminale, que je me revois dans mon lycée avec mes profs, mes cours, mes amis, enfin, bref, mes trucs et tout, et ben c'est pas très fun, mais j'ai adoré ce livre-là. Donc on y rencontre Déborah. Elle vit avec ses parents, mais principalement sa mère, parce que ses parents se séparent. Je sais plus trop à quel moment ça arrive du livre, mais en gros, ses parents se séparent. Et en fait, c'est l'année de sa terminale, donc c'est déjà en soi une année un peu compliquée, parce que bah, c'est l'année du bac, c'est là que tu dois prendre des décisions, ce que tu fais après, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. C'est une année déjà compliquée de base, mais en plus, donc là, ses parents se séparent, elle a quelques soucis avec ses potes, et sa mère va faire quelque chose que du coup c'est Déborah qui va devoir gérer ça. Et alors déjà de base, personne ne devrait avoir à gérer ça parce que personne ne devrait en arriver à ce stade-là dans sa vie. Et encore moins une ado de 18 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Je veux pas dire ce qu'elle fait parce que ça arrive quand même assez tard dans le livre. C'est un thème extrêmement important, extrêmement difficile. C'est tellement bien abordé, tellement bien écrit que c'est génial. Mais c'est compliqué à gérer. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, ni à moi ni à ma famille. Bref, et c'est tellement bien écrit, c'est tellement vrai. L'autrice, c'est, enfin, vraiment, t'as l'impression que les personnages c'est tes potes en fait. Ils sont tellement réalistes, c'est tellement vrai, c'est tellement cool. Enfin bref, j'ai adoré ce livre. Et chaque titre est une référence culturelle et j'ai trouvé ça génial. Alors moi je lis pas les titres, voilà, je lis pas les titres des chapitres, mais à la fin, l'autrice explique que ces titres sont des références. Du coup, j'ai relu tous les titres. Bref, j'ai trouvé ça vraiment très fun. J'ai adoré ce livre et je peux que vous recommander, j'en bafouille, de lire ce livre-là et un autre, Marie Pavlenko, dont on va parler dans pas très très longtemps, vous allez voir. Ensuite, évidemment, je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo, La Roue du Temps, le tome 1, partie 1 de Robert Jordan. Mon Dieu, que j'ai aimé ce livre. En fait, ce livre, c'est pas que ça m'a réconcilié avec la fantaisie adulte, c'est que ça m'a montré que la fantaisie adulte, c'était pas que Le Seigneur des Anneaux. Et vraiment, j'ai adoré. Je vous renvoie à ma vidéo pour faire mon update lecture pour celui-ci en particulier parce que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette update lecture. J'explique pourquoi j'avais peur, pourquoi j'ai aimé, pourquoi c'était génial et vraiment j'ai adoré. Bon, il se trouve que en décembre, j'ai commencé la partie 2, que j'ai toujours pas fini parce que c'était pas le bon moment, que le mois de décembre a été très 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 compliqué et que le soir en rentrant, j'avais besoin de lectures légères, de trucs qui se lisent vite, qui se lisent facilement. Et même si pour de la fantaisie adulte, ça se lit bien, bah, ça reste de la fantaisie adulte, donc c'est pas non plus fun et pump it up le truc. Donc je l'ai mis en pause, il faut absolument que je le reprenne là au mois de janvier. De toute façon, il n'en a pas du Cold Winter, donc il faut absolument que j'avance dedans. Mais j'ai adoré. Rapidement pour l'histoire, on va rencontrer un groupe de jeunes, je crois qu'il y a 2 garçons et une fille, qui vivent à Deux-Rivières. Et qui, donc Deux-Rivières c'est un village, et il y a une espèce de mage femme qui débarque. Et puis il y a une attaque avec des créatures bizarres, on est en fantasy, je rappelle. Et en gros, la femme leur dit: moi je peux vous aider, je peux vous expliquer ce qui s'est passé, je peux vous aider à faire en sorte que ça n'arrive plus, à combattre, et je peux vous apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Mais pour ça, il faut que vous quittiez votre village et que vous me suiviez. Et donc c'est là que commence la quête et le voyage de fantasy. Et ce qui me plaît pas trop au début de la partie 2, c'est que les personnages sont éclatés. Et en fait, j'ai laissé passer pas mal de temps entre ma lecture de la partie 1 et ma lecture de la partie 2, ce qui fait que je suis un peu perdue avec les noms des personnages, j'arrive pas trop à savoir qui est qui. Et clairement, au mois de décembre, j'avais pas le cerveau pour me concentrer là-dessus. Donc je l'ai mis de côté, je vais le reprendre là en janvier. Mais voilà, du coup, j'ai trop hâte et j'adore. Et pour ceux que ça perturberait, là, je sais pas si vous les voyez, il y a des petits trucs, c'est parce qu'il y a des cartes. Voilà, on est en fantasy, donc on a des petites cartes. Et du coup, bah, j'ai mis des... Attends, je vais la montrer en l'air. J'ai mis des petits trucs parce que comme ça, je vois les cartes. Et le troisième, c'est quoi? Ah oui, le troisième, c'est le glossaire. Et quand j'ai vu qu'il y avait un glossaire, je me suis dit, oh là là, j'aime pas quand il y a des glossaires. Parce que s'il y a un glossaire, ça veut dire que l'auteur estime que dans son histoire, il n'a pas réussi à te donner toutes les informations dont tu avais besoin pour comprendre ce qui se passe et qu'il a rajouté un glossaire. Et ça me saoule. Mets ces infos dans ton histoire, dans ton récit. Arrête de m'obliger à faire des allers-retours entre le devant et l'arrière du livre. Enfin, ça me saoule, vraiment. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un glossaire, j'ai mis la petite coche et puis je me suis dit, bah on verra.
et j'en ai pas eu besoin. Au cours de ma lecture, je n'en ai pas eu besoin. Alors peut-être qu'il me manque des infos, et peut-être que je suis passée à côté de certains trucs, mais je n'en ai pas eu besoin. Je me suis pas sentie perdue au milieu du livre, en mode mais qui c'est celui-là, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, donc bref, j'ai adoré ce livre. Bon du coup je vous l'avais dit, on en revient à Marie Pavlenko avec La mort est une femme comme les autres, et je pense qu'entre les deux, j'ai préféré celui-ci à Je suis ton soleil. Je l'ai lu beaucoup plus récemment celui-là, puisqu'il était dans ma pile du Pumpkin, et franchement j'ai adoré, pareil, c'est super bien écrit, c'est génial. Pour l'histoire, on va y suivre, comment elle s'appelle, je sais plus, M, c'est ça, M, qui, en fait c'est la mort, voilà, c'est la mort personnifiée femme, et la mort fait une dépression, elle fait un craquage total, elle en a marre de faire son taf en fait, et du coup elle arrête de faire son taf. Sauf que plus personne ne meurt, puisque la mort est en dépression. Enfin c'est pas dépression, c'est... j'ai plus le mot là, mais quand tu fais un crash total par rapport à ton travail là, que tu pètes un câble et que tu peux plus travailler quoi. J'ai plus le mot, mais si je le retrouve au montage, je vous l'écrirai. Bref, elle fait ça, et du coup, il n'y a plus de mort. Plus personne ne meurt, et on se retrouve dans un monde un peu bizarre parce que plus personne ne meurt. Et donc, c'est une réflexion sur la vie, sur la mort, et sur, aussi horrible que ce soit à dire, la nécessité que des gens meurent. Même si à toi dans ton quotidien, quand tu perds ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ta soeur, ta cousine, quand tu perds quelqu'un de ton entourage, t'es au bout de ta life et tu te demandes pourquoi. On passe tous par là au moment du deuil, c'est comme ça. Et du coup, là ça te montre que oui, c'est horrible quand tu perds une personne, oui c'est triste et oui c'est très compliqué à gérer, mais si les gens ne mourraient pas, ça serait pire. Donc vraiment j'ai adoré ce livre là, je pense que ça peut aider beaucoup de monde, si vous avez perdu quelqu'un, si vous êtes en train de faire votre deuil, si vous allez perdre quelqu'un, il y a des fois on sait, hein, les personnes sont malades et on sait que c'est la fin. Vraiment je pense que ce livre peut vous aider. Je sais pas si je le relirai si jamais je perds quelqu'un dans les années à venir, enfin si jamais. Je sais que ça va arriver, hein, mais voilà, si jamais je perds mes grands-mères ou d'autres personnes de ma vie, je le souhaite pas, hein, je le souhaite le plus tard possible, mais peut-être que je le relirai à ce moment-là. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'ai adoré ce livre. C'est très court, ça se lit très bien, c'est juste génial. Et vraiment, cette réflexion et cette poésie presque, enfin, c'est tellement bien écrit. J'adore Marie Pavlenko. Je suis très contente de l'avoir découvert en 2020 et je vais en lire plus en 2021, c'est sûr. L'avant-dernier de cette vidéo, bien évidemment, je l'ai tellement kiffé, c'est Le Monstrologue, donc le tome 1 de Rick Yancey. Lui, vous m'avez vu le lire pendant les vlogs, si vous avez regardé les vlogs et les vidéos que j'ai fait au mois de novembre. Et j'en ai parlé en update lecture depuis, et mon dieu que c'était cool, j'ai adoré ce livre. C'est très bizarre, c'est très loufoque, l'ambiance est absolument horrible, il y a des scènes mais d'un gore absolument immonde avec des gens qui sont éviscérés, il y a du sang partout, il y a des attaques, enfin bref, à lire c'est assez compliqué, mais c'était trop cool, vraiment j'ai adoré. Pour l'histoire, alors c'est un peu compliqué. En gros, au début du livre, on a un homme qui sera pas du tout important dans la suite de l'histoire, qui se rend dans une EHPAD dans laquelle il a déjà été, on comprend pas trop, mais encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Et il y va parce que le directeur l'a appelé, il a trouvé des carnets qu'un de leurs pensionnaires avait écrit, un peu des journaux intimes. Et le problème, c'est que cette personne-là, qui est malheureusement décédée, n'a pas de famille en fait. Personne n'a récupéré ses affaires, personne ne les a réclamées, donc le directeur il se retrouve avec ça. Et il sait pas quoi en faire. Et comme c'est un historien un peu le gars et qu'il avait déjà fait une espèce d'étude et un article sur l'EHPAD, il lui dit si vous voulez je vous donne les carnets. Et donc le gars repart avec ses carnets et quelques semaines plus tard il va se mettre à lire ses carnets. Et en fait l'histoire que nous on a, c'est ce qu'il y a écrit dans ces carnets. Et dans ces carnets donc on va suivre le petit Henri qui a 12 ans je crois. Et je vais juste vous donner la première scène du livre et vous allez comprendre vite le ton et pourquoi c'est compliqué à lire. Bref, donc la première scène, c'est on est en pleine nuit et le petit Henri et le médecin chez lequel il vit et pour lequel il travaille, qui est un monstrologue donc, sont réveillés en plein milieu de la nuit par un gars qui débarque avec quelque chose d'enroulé dans une bâche, pas trop ce que c'est, et le gars leur explique que il a été déterrer un cadavre dans le cimetière d'à côté et que vu ce qu'il a trouvé dedans, ça va intéresser le monstrologue. Du coup, il débarque au milieu de la nuit avec son cadavre emballé dans une bâche. Et à partir de là, le médecin, enfin le monstrologue, va amener ce corps dans sa cave
prévu à cet effet, et il va étudier le corps, faire une espèce d'autopsie et découvrir qu'il y a des monstres et tout et tout. Voilà, ça donne le ton du livre et tout est comme ça. Ce qui est encore plus flippant, c'est que c'est raconté du point de vue d'un garçon de 12 ans. Vraiment, c'est horrible. Bref, j'ai adoré ce livre, c'était trop cool. Ça se passe dans les années 1800 et quelques. Je ne l'ai pas écrit sur mon post-it. Non, je sais plus. Ça se passe dans les années 1800 et quelques, fin du 19e, je dirais, quelque chose comme ça. Et franchement, j'ai adoré ce livre, c'était trop cool. Je suis dégoûtée parce que la suite n'a pas été traduite en français et qu'a priori, elle ne le sera pas. Mais franchement, j'ai adoré. Pour Halloween, c'était juste parfait parce que je l'ai lu à peu près à ce moment-là. Il y a des monstres, il y a des bagarres, il y a des réflexions, l'écriture est juste dingue. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est écrit par Rick Yancey. Et donc c'est l'auteur de La 5e vague que personnellement j'ai pas du tout aimé. J'ai lu les 3 tomes plus l'espèce de préquel ou je sais pas trop quoi qu'il y avait en plus là. Et j'ai pas aimé. Donc me dites pas que c'est parce que j'ai pas persévéré. J'ai persévéré et j'ai pas aimé. Mais franchement, le monstrologue, c'est génial, j'ai adoré. Sincèrement, si je devais choisir qu'une seule lecture pour 2020, je pense que ce serait celle-ci. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai mis dans cette sélection de mes meilleures lectures de l'année, c'est Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Si je dis pas de bêtises, j'ai découvert Jean-Christophe Granger en 2020 et j'ai adoré, c'était génial. Bon, je pense pas avoir besoin de plus résumer et de plus parler des Rivières pourpres que ça parce que c'est son livre le plus mythique, c'est son livre qui a été le plus adapté. Je pense que la majorité des gens connaissent l'histoire. D'ailleurs, je suis désolée pour les gens, mais le film avec oh, Vincent Cassel, putain j'ai son nom. Bref, pardon pour le gros mot. Et Jean Reno, pour moi, ne respecte absolument pas le livre, mais ce n'est que mon avis. Bref, donc dans ce livre, en fait, on va rencontrer il y a 2 enquêtes qui sont menées en parallèle qui, assez tardivement dans le livre, se rassemblent. Donc j'ai parlé qu'une seule des 2 enquêtes. En gros, on a un commissaire de police parisien qui a fait des trucs pas très cool avec des supporters d'équipe de foot. En gros, il a tabassé quelqu'un et on lui dit bah va là-bas, il y a des cadavres qui ont été retrouvés. Ils sont pas habitués à enquêter sur ce genre de trucs, donc tu y vas et tu les aides. Voilà, donc le gars débarque. Je crois que ça se passe vers Genève, un truc comme ça, parce qu'il y a de la montagne et tout. Et donc on a retrouvé des corps d'hommes, et ça j'ai trouvé ça très cool parce que les thrillers avec des corps de femmes, il y en a plein, mais alors quand c'est les hommes qui se font tuer, c'est moins courant. Bref, donc en fait un cadavre d'homme a été retrouvé encastré dans une montagne avec dans la pierre un peu. Je sais pas trop s'il y a de la neige ou de la glace, mais voilà, en gros c'est une mise en scène extrêmement particulière. Et donc là, on va enquêter là-dessus. Comment il est arrivé là, quand est-ce qu'il a été tué, comment est-ce qu'il a été tué, qui aurait pu faire ça, pourquoi on a fait ça. Et l'enquête, enfin ça va pas s'arrêter là, il va y avoir d'autres choses qui se passent après. Et la révélation de fin, alors évidemment je vais pas vous la donner ici, mais mon dieu, enfin c'est totalement what the fuck en fait, c'est tellement génial, encore une fois l'imagination des auteurs de thrillers me sidère, sincèrement, je trouve ça ouf, vraiment. J'ai adoré ce livre, c'était vraiment, vraiment trop cool. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est le 2e livre de l'auteur. Je trouve important de le dire parce que ça veut dire qu'il a écrit ça en 2e et qu'après il a écrit plein de livres. Donc, c'est pas comme si c'était son dernier livre et son meilleur parce que ça fait 15 livres qu'il écrit et que bah, du coup il est habitué et maintenant il maîtrise, tu vois. C'est son 2e livre en fait, enfin je trouve ça ouf. Bref, une chose est sûre, je vais continuer à lire de Jean-Christophe Granger parce que j'ai adoré. Et alors les Rivières pourpres ou un autre, je pense pas prendre de risque en disant que vous pouvez lire n'importe lequel, ils sont tous bien, mais je les ai pas tous lus. Bon, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je ne sais pas ce que ça aura donné au montage, et si cette vidéo dure une demi-heure, et bien cette vidéo dure une demi-heure. En tous les cas, je vous remercie d'avoir tenu jusque là parce que ça aura été long, je le sais. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.